Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Alors vous êtes aujourd'hui avec Bernard et je vais vous faire entendre une conférence que j'ai enregistrée, une conférence de Mathias Delory, chercheur en sciences politiques au CNRS, qui a pour titre « Les guerres occidentales, solution ou cause du terrorisme ». Terrorisme entre guillemets. Cette conférence s'est tenue le 11 avril 2019 à la Bourse du Travail de Paris. Elle a été organisée par le collectif Ni guerre ni état de guerre dont l'Union pacifiste fait partie et c'est l'historienne Ludivine Bantini qui introduit la conférence de Mathias Delory. J'ai découvert le travail de Mathias et ses prises de position dans un premier texte qui était paru sur son blog de Mediapart après le 7 janvier 2015, donc la séquence du 7 et du 11 janvier 2015, donc après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, et la manifestation qui était un peu une manifestation d'union sacrée en quelque sorte, où on avait retrouvé, vous vous en souvenez, dans le carré de tête, ces pompiers pyromanes qui engagent eux-mêmes une spirale guerrière. Et la position de Mathias avait consisté à dire, c'était un article qui s'appelait « C'est mort que nous ne pleurerons pas », à dire que, rappeler justement à quel point la dimension émotionnelle et la compassion à géométrie variable nous empêchait aussi de voir, même si il ne s'agit pas de dire qu'il faut être blindé par rapport à nos propres émotions quand il y a de tels attentats, mais nous empêcher de mesurer justement à quel point les guerres occidentales étaient partie prenante de cette situation d'attentat. Et donc Mathias, c'est un chercheur en sciences politiques. Tu es chargé de recherche au CNRS, donc à Sciences Po Bordeaux. Donc tu as travaillé d'abord sur les questions de relations franco-allemandes et de réconciliation franco-allemande, puis justement sur les pratiques guerrières, sur la théorie aussi de ces interventions guerrières. Alors plus précisément, la recherche que tu mènes actuellement, c'est une recherche sur l'histoire des bombardements depuis le début du XXe siècle, et dès lors aussi un travail collectif sur la fabrication de la figure de l'ennemi. Comment évidemment cette fabrication de l'ennemi influe sur les modalités stratégiques des guerres et sur leur justification. Donc tu vas nous en parler bien sûr. Dans le titre, tu as tenu notamment le titre qu'on a formulé sur les guerres occidentales, sont-elles la solution ou la cause du terrorisme? Tu as tenu à ce qu'on maintienne les guillemets au terme de terrorisme, et ça sera peut-être un des enjeux de la discussion. Donc ça nous a paru intéressant parce qu'en effet, le collectif Ni guerre ni état de guerre s'est forgé justement dans le prolongement de cette séquence janvier-novembre 2015, et en particulier à l'issue de la réaction et de l'instrumentalisation des attentats en novembre 2015, l'instrumentalisation du pouvoir en France qui avait consisté immédiatement, c'était le discours de François Hollande devant le Parlement et de son Premier ministre Manuel Valls, à dire « nous sommes en guerre » et donc nous renforçons encore la guerre, notamment en Syrie. Et ce qu'on avait cherché à dire à cette époque, et c'était une voix difficile à faire entendre à bien des égards, y compris dans des milieux militants de longue date opposés aux interventions militaires occidentales, de longue date engagés dans des formes diverses d'anti-impérialisme, mais même dans ces milieux, c'était difficile de faire entendre que cette lutte, notamment contre les conséquences de la guerre en France, au travers de l'instauration de l'état d'urgence, de l'état d'exception, il fallait la mener aussi contre l'État qui mène la guerre, et pas seulement contre la militarisation des esprits en France au travers de la lutte contre l'état d'urgence. Donc c'est la raison pour laquelle des voix comme ça, assez minoritaires, sur la condamnation de la politique d'union sacrée, dont on sait à quelle boucherie elle mène, c'était intéressant que ces voix puissent se mêler.
puisque la position du collectif Ni guerre ni état de guerre consiste à dire que précisément ces guerres alimentent aussi à la fois une politique liberticide, et comme tu le soulignes, et tu en parleras peut-être, c'est le paradoxe de ces guerres supposément humanitaires, supposément menées au nom de la démocratie et du libéralisme politique, qu'elles ont pour conséquence non seulement évidemment des désastres humains considérables, mais aussi des pratiques liberticides, notamment ici en France. Donc ce qu'on a souligné, c'est que les bombardements sont des bombes à retardement, et que les victimes de ces guerres, notamment les victimes civiles, mais pas seulement bien sûr, elles comptent autant que les morts du Bataclan, bien évidemment. La position du collectif, et je vais m'arrêter là pour cette présentation avant de te passer la parole, c'est de dire qu'il faut absolument mener justement à la fois cette politique de dévoilement sur les pratiques guerrières, sur les effets aussi de ces guerres, en demandant en fait l'arrêt des interventions militaires, le retrait de toutes les bases militaires, notamment pour ce qui concerne la France. Le collectif, il est essentiellement tourné contre la pratique de l'État français, parce que le raisonnement qu'on a eu, c'est de dire nous sommes en France, et donc la bataille qu'on peut mener, elle est en France contre notre propre État et contre son engagement guerrier et impérialiste. De montrer aussi qu'il y a une militarisation des esprits, que c'est une manière nouvelle de gouverner par la guerre et donc de gouverner par la peur, et que donc il fallait essayer de mener au moins cette politique d'information alternative, parce que ces pratiques guerrières, elles ont aussi pour singularité d'échapper complètement à toute forme de décision démocratique, qu'elles sont menées dans des cercles avec des enjeux évidemment économiques, mais pas seulement, des enjeux stratégiques, des enjeux d'ingérence et d'influence de puissance qui échappent très largement, non pas seulement d'ailleurs à la décision démocratique, mais tout simplement à l'information la plus élémentaire. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie d'organiser ce genre de rencontres, de débats avec des militantes et des militants, mais aussi des chercheuses, des chercheurs, afin au moins, parce que évidemment nos forces sont faibles pour les raisons que j'ai essayé là en creux de rapidement indiquer, parce que c'est un sujet qui est relativement tabou, et la manière dont Mathias l'a formulé pour ce soir, il me semble que c'est justement, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on met globalement une sorte d'étouffoir comme ça. Et donc au moins le collectif Ni guerre ni état de guerre, outre des initiatives de rencontres, de meetings, de rassemblements qu'il peut prendre, a aussi pour fonction de participer à ce travail d'information, de documentation de ces politiques d'ingérence guerrière. Voilà. Après avoir entendu Ludivine Bantini présenter la conférence de Mathias Delory, Les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme, terrorisme toujours entre guillemets, la parole est maintenant à Mathias Delory. Donc le phénomène dont je vais parler ici, c'est l'ensemble des actions qualifiées de terroristes par les pays occidentaux, donc surtout l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis, donc un certain nombre d'organisations qui portent le discours hégémonique en fait sur le terrorisme. Donc si on veut rapporter cette pratique discursive à des cas concrets, ce qu'il y a derrière ces qualifications, ce sont les faits suivants, c'est-à-dire toutes les attaques suicides contre des militaires commises par les organisations labellisées terroristes, Al-Qaïda, l'État islamique et plein d'autres, et toutes les attaques dirigées contre des civils commises par ces organisations qualifiées de terroristes. Donc il y a un élément très tautologique là-dedans, mais en pratique, c'est ce dont on parle. Et je pense qu'il y a un phénomène là à analyser, c'est-à-dire que les attentats, c'est un phénomène. Si on pense aux attentats commis sur le sol français, dans leur matérialité, ce n'est pas grand-chose. Environ 400 morts depuis 2001. À titre de comparaison, les violences sexistes domestiques ont fait à peu près 2000 morts au cours de la même période, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc ce ne sont pas des pratiques très importantes dans leur matérialité. En revanche, ce sont des pratiques extrêmement importantes dans leurs conséquences, parce que l'antiterrorisme, c'est quelque chose d'extrêmement puissant.
extrêmement matériel, puisque les guerres antiterroristes génèrent beaucoup de destruction dans les pays du Sud, et également, comme Ludivine l'a mentionné, toutes les restrictions aux libertés publiques dans les pays du Nord, c'est également très important. Donc, moi je pense qu'on ne peut pas séparer aujourd'hui le terrorisme avec les guillemets et l'antiterrorisme, et donc je vais prendre cette entrée sur le terrorisme avec les guillemets pour dérouler sur l'antiterrorisme. Comme l'a bien souligné Ludivine, la guerre est devenue, depuis le 14 septembre 2001, mais ça a commencé un peu avant, discours de Bush du 14 septembre 2001, est devenu le principal instrument utilisé pour lutter contre ce problème qu'est le terrorisme, donc en gros les attentats. Donc la guerre est devenue le principal instrument de cette lutte. Donc de nombreuses guerres, je crois que ce n'est pas inutile de toutes les récapituler, mais l'Afghanistan donc depuis octobre 2001, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne et d'autres. Irak depuis 2003, donc pour l'Irak, c'est surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, et la France, l'Allemagne depuis septembre 2014, contre l'État islamique en Irak à partir de septembre 2014. Le Mali, pour la France depuis 2013, puis le Sahel depuis 2014. La Syrie depuis septembre 2014 pour les États-Unis, et puis la France, le Royaume-Uni et d'autres pays européens ont rejoint la coalition contre l'État islamique en Syrie en septembre 2015. Il ne faut pas oublier toutes les guerres des drones, états-uniennes surtout, essentiellement au Pakistan, Somalie, Yémen, depuis le milieu des années 2000. La Libye, donc des frappes contre l'État islamique en Libye, donc qui sont difficiles à dater, en revanche celle-ci, mais surtout depuis 2016. Et je ne mentionne pas ici la guerre de l'OTAN en Libye de 2011, parce que la justification principale de cette guerre, c'était une justification humanitaire et pas une justification antiterroriste. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie du problème, hein, mais voilà, juste pour préciser les choses. Oui, principal instrument de la lutte antiterroriste, principal, bon, ça appelle peut-être quelques commentaires, mais pour les pays visés par les guerres, bon, je pense que le terme principal prend tout son sens, il n'y a pas besoin de le commenter. Sous nos latitudes, finalement, il y a peu de conséquences humaines, cette histoire. Hein. Ce sont des guerres complètement asymétriques, donc les attentats font relativement peu de morts, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc le terme principal ici, il peut se mesurer surtout sur les questions budgétaires. Donc quelques chiffres comme cela. Budget des opérations extérieures françaises en 2014, juste un exemple, 1,5 milliard. Voilà, un exemple. Le coût de la guerre en Irak des États-Unis, d'après le Watson Institute for International Studies de l'université Brown, c'est 2000 milliards de dollars. Voilà, bon, c'est simplement des chiffres. Sinon, un autre chiffre très simple, si on pense aux frappes de la coalition emmenée par les États-Unis contre l'État islamique en Syrie et en Irak depuis septembre 2014, j'ai calculé que rien qu'en munitions, c'est à peu près 50 milliards de dollars le coût, rien que pour les munitions. Voilà, ça vous donne une idée de l'importance du phénomène par rapport à d'autres instruments qui pourraient être le renseignement, la police. Voilà, ce sont des choix. Alors, dans le débat public, ces guerres antiterroristes sont présentées donc, dans le discours hégémonique comme une solution, voire la solution au problème des attentats. Hein. C'est un thème qu'on retrouve dans les discours des chefs d'État et de gouvernement. La plupart des médias dominants reprennent cette idée. Le Monde, par exemple, répète que les guerres sont une solution au problème des attentats, du terrorisme, avec les guillemets. Derrière, il y a une rationalité stratégique, je pense. C'est l'idée que si on détruit un nombre suffisant de militants d'une organisation dite terroriste, cette organisation pourra s'effondrer. Ça, c'est la rationalité stratégique. Il y a une variante stratégique de cette idée qui prend en compte la théorie du pompier pyromane, que je vais reprendre tout à l'heure, qui est que, on détruit des militants de ces organisations terroristes, on fabrique des vocations vers le terrorisme, mais les flux
s'équilibre où on tue un peu plus de militants qu'on ne fabrique de vocations. Donc ça, c'est le raisonnement qui se trouve derrière cette caractérisation de ces guerres comme solution au problème du terrorisme. Une expression militaire qui est la suivante, c'est une image, passer la tondeuse. C'est une expression qu'on entend dans les milieux militaires. Après, vous avez un discours que je qualifierais de contre-hégémonique, qu'on peut lire par exemple chez Mediapart, qui consiste à dire « la guerre n'est pas la seule solution ». Mais la guerre est quand même présentée comme une des solutions. Et donc là, le propos que je vais tenir, moi je vais vous présenter l'ensemble des travaux de sciences humaines et sociales qui énoncent que les guerres ne sont pas la solution, pas une solution, mais une des causes, et probablement la cause principale de ce que les médias dominants et les gouvernements occidentaux appellent le terrorisme. Alors je ne suis pas sûr que cet argument vous semble très radical, parce que si je comprends bien, le collectif ni guerre, ni état de guerre est sensibilisé par rapport à la question des effets néfastes des guerres occidentales contemporaines. Mais peut-être que vous trouverez néanmoins ma présentation intéressante. Je vais essayer de donner des chiffres, je vais essayer d'apporter des éléments d'analyse, et puis je ferai quelques remarques à la fin sur la construction sociale de cette supercherie qu'est la caractérisation de ces guerres comme une solution, alors qu'elles génèrent ce qu'elles prétendent combattre. Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France. Vous écoutez actuellement la conférence de Mathias Delory, chercheur en sciences politiques. Cette conférence a pour titre « Les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme ». Terrorisme entre guillemets. Le poids des guerres contemporaines, guerres occidentales contemporaines, sur le phénomène labellisé terroriste, donc les attentats, a été mesuré par de nombreux chercheurs. Alors je voudrais mentionner une étude que je trouve très intéressante d'un statisticien états-unien qui s'appelle Alex Braithwaite. Donc Alex Braithwaite, c'est un statisticien. Donc les statisticiens, ils mesurent les variations concomitantes entre les variables et puis ils font des hypothèses causales derrière. Parce que quand il y a une variation concomitante entre deux variables, deux phénomènes, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de causalité, mais ils font des hypothèses aussi sur la causalité. Donc la variable dépendante, c'est-à-dire la variable à expliquer de Alex Braithwaite, c'est ce qu'il appelle les attentats terroristes transnationaux. Et donc pour ce faire, il se base sur une base de données qui est produite par, qu'on appelle le Global Terrorism Dataset, produite par l'Université du Maryland aux États-Unis. Donc c'est une base de données des attentats terroristes dans le monde. Alors, cette base de données, Global Terrorism Dataset, ne repose pas sur une définition cohérente du terrorisme. Okay, donc, elle est très discutable. Mais ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que cette base de données, au fond, comptabilise comme terroriste l'ensemble des actions labellisés terroristes par les organisations internationales, pour aller vite, quoi. Donc ça correspond au phénomène qu'on veut étudier ici. Okay, et donc, dans cette base de données, Alex Braithwaite a identifié 12 862 attentats terroristes entre 1968 et 2010. Donc 12 862 attentats terroristes entre 1968 et 2010. À caractère transnational. Donc transnational, ça veut dire que au moins une des personnes qui a commis l'attentat n'est pas citoyen du pays qui a reçu l'attentat. D'accord ? Donc le 11 septembre, typiquement, ça entre dans cette catégorie. Il y avait 15 pirates de l'air d'Arabie Saoudite, citoyens saoudiens, parmi les pirates de l'air. Okay ?
Donc ça, c'est sa variable dépendante, c'est le phénomène qu'il veut expliquer. Et sa variable indépendante, donc avec une hypothèse de causalité, sur laquelle je vais revenir, c'est le déploiement de troupes à l'étranger. Donc c'est ça son indicateur, hein, déploiement de troupes à l'étranger. Il fonctionne autour de la notion de pays-année. Donc pays-année, c'est par exemple France 1983. France 1983, déploiement de troupes à l'étranger, oui ou non? La réponse est oui, au Liban au moins. Okay, donc la plupart d'ailleurs des pays occidentaux sont qualifiés en pays-année, donc France 1983, 1984, etc., de pays interventionnistes. Hein. Mais l'immense majorité des pays dans le monde ne sont pas interventionnistes en pays-année. Et donc les résultats de son enquête statistique sont les suivants. Les pays qui interviennent militairement à l'étranger ont 60 fois plus de chances d'être touchés par un attentat terroriste transnational que les pays qui n'interviennent pas. 60 fois plus. En sciences sociales, c'est un facteur inouï. C'est absolument inouï. La variation est significative du point de vue statistique. Il y a une autre étude centrée sur une autre base de données différente. Donc l'autre base de données ne prend en compte que les attentats suicides. Donc c'est une sous-catégorie de ce qui est généralement qualifié de terroriste par les organisations internationales. Hein. Donc les attentats suicides. Donc là, c'est pas 60 fois, c'est 17 fois. Mais même 17 fois, c'est énorme. Et la différence entre les deux, c'est surtout lié au tigre tamoul qui perpétue la plupart des attentats terroristes, plutôt des attaques suicides, et au Sri Lanka. Et donc voilà, c'est ça ce qui pèse dans la différence entre les deux mesures, quoi. Donc la variation concomitante, elle est juste inouïe. Mais vous me direz, ça ne veut pas dire que les guerres occidentales causent les attentats, parce que on pourrait se dire que, après tout, les guerres sont une réponse aux attentats. Okay, donc il faut aller un peu plus loin dans l'analyse, et c'est ce que fait Alex Braithwaite. Donc pour affiner l'analyse et pour comprendre qui est la poule, qui est l'œuf, il procède de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il observe ce qu'il appelle des dyades significatives. Donc, relation États-Unis, Arabie Saoudite, par exemple. Relation États-Unis, Philippines. Relation France, Qatar. Voilà. Donc, il observe ces déploiements de troupes d'un pays A dans un pays B, la chronologie, et la deuxième variable étant attentat commis par un citoyen du pays B dans le pays A. Et donc là, il observe que la relation va bien dans le sens déploiement de troupes en 1, attentat en 2 dans le temps. Il a aussi mesuré l'effet de l'augmentation du nombre de troupes à l'étranger. Donc il a mis comme seuil le nombre 1000. Donc on augmente de 1000 soldats dans un pays donné. On augmente de 19% les chances de prendre un attentat. Voilà. Donc c'est une enquête qui repose sur cet indicateur du déploiement de troupes. Il y aurait une enquête à faire, et j'ai commencé à le faire avec des collègues, sur l'effet des guerres aériennes, à proprement parler, parce que les bombardements sont une composante très importante des guerres occidentales contemporaines. Mais on n'a pas fini ce travail, donc je ne peux pas vous en parler plus. Simplement, on peut remarquer ensemble que dans l'interaction violente qui intéresse beaucoup les médias occidentaux, à savoir l'interaction violente entre l'État islamique et un certain nombre de pays occidentaux, la chronologie, elle est claire. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis, puis la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, enfin la plupart des États européens, ont attaqué l'État islamique avant qu'il y ait le moindre attentat commis ou revendiqué par l'État islamique sur territoire nord-américain ou européen. Donc là, la chronologie, elle est incontestable. Maintenant, je voudrais proposer quelques explications.
Bon, alors pour l'explication de breath rate dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une explication en termes de ressentiment, qui est assez intuitive. Au fond, c'est l'idée que c'est un phénomène alors qui est peut-être pas transhistorique, j'ose pas employer le mot transhistorique à côté d'une historienne, ou transculturel, mais en tout cas c'est un phénomène très général. Quand votre pays est occupé, quand il y a des troupes étrangères, cela crée du ressentiment. Donc ça c'est l'étude de Braithwaite qui a été corroborée, discutée par plein d'auteurs. Collard et Wexler 2013, Pape 2005, Pape and Feldman 2010, Seven and Phillips 2009. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre explication à part le ressentiment par rapport à la présence de troupes dans le pays d'où proviennent les attentats. C'est le ressentiment par rapport à la violence directe. Et je parlerai tout à l'heure du ressentiment par rapport à la violence indirecte. Donc la violence directe, ce sont les morts, concrètement, les morts causées immédiatement par les guerres, en l'occurrence les guerres occidentales. Donc là, peut-être que je peux parler des guerres aériennes, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis encore une fois, c'est un gros morceau, les guerres aériennes, que ce soit à travers les drones ou les chasseurs bombardiers. C'est un gros morceau de ce dont on parle. Donc à propos de ces guerres aériennes, il y a un discours très important dans les médias, c'est le discours de la guerre propre, des frappes chirurgicales. Donc c'est un discours qui est en gros le suivant: l'époque des tapis de bombes est terminée. Aujourd'hui, on utilise des bombes dotées de systèmes de guidage, que ce soit des bombes à guidage laser ou des bombes à guidage GPS. Et donc, on parvient à limiter énormément les dégâts collatéraux. J'utilise une nouvelle fois les guillemets. Donc, ces guerres n'ont pas de bonnes raisons de générer du ressentiment. Alors, ce discours, il est en partie vrai. Il est en partie vrai sur les technologies. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des bombardements contemporains utilisent ces technologies, donc des bombes dites intelligentes, qui utilisent des systèmes de guidage. Donc ça, c'est vrai. Mais précision ne veut pas dire moindre létalité, moindre destruction humaine. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il n'y avait que des bombes aveugles, la plupart des bombes tombaient dans les champs. Voilà. Donc la précision, les systèmes de guidage ont d'abord été inventés pour apporter la mort et les destructions dans les villes. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que ces bombes dites de précision permettent de faire la guerre de manière à peu près conforme au droit des conflits armés. Ça, c'est vrai. Le droit des conflits armés, c'est deux principes. Principe de discrimination. On est capable de faire une distinction entre combattants et non-combattants, et on ne vise que les combattants. Et le principe de proportionnalité, sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais proportionnalité, ça veut dire l'usage de la force est proportionnel à l'effet militaire recherché. Donc il est vrai que ces technologies sont en résonance avec le droit des conflits armés. Mais ça ne veut pas dire que ces technologies sont moins létales. Donc c'est le point que je voudrais développer ici. Et ce pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que la définition du combattant est une définition qui est très contestable. D'une manière générale, est qualifiée de combattant toute personne masculine d'âge militaire située près d'une cible militaire. En anglais, military aged male, MAM. Donc ça, c'est extrêmement arbitraire comme définition. Et le deuxième point, c'est que c'est à propos du principe de proportionnalité, matérialisé par ces bombes dites de précision. Le droit des conflits armés n'interdit pas de tuer des civils. Le droit des conflits armés dit simplement que le nombre de civils tués doit être proportionnel à l'effet militaire recherché. Ça va ? Et donc, dans les pratiques contemporaines des guerres aériennes,
il y a une notion qui joue un rôle central, c'est une notion qui n'est pas débattue et qui est pourtant une notion extrêmement importante. C'est la notion de valeur seuil des victimes non combattantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion. Ça m'a l'air bien cynique. Alors la notion de valeur seuil des victimes non combattantes, en anglais Non-Combatant Casualty Cut-off Value, c'est un nombre. Okay, donc c'est un nombre qui, en général, est compris entre 0 et 30. Donc c'est le nombre de civils qu'un opérateur de drone ou un pilote de chasseur-bombardier est en droit de tuer pour chaque cible militaire. Ça va ? Mais ce nombre dépend de la valeur militaire de la cible. Okay ? Donc, je vous donne un exemple. Pendant la guerre d'Irak de 2003, c'est un exemple qui est connu parce qu'il a été analysé par un chercheur dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Eyal Weizman. Donc en 2003, pour les cibles dites de haute valeur, donc cibles de haute valeur, ça voulait dire en gros les personnes connues, les cadres connus de Al-Qaïda / le régime de Saddam Hussein, parce que on appelait Al-Qaïda le régime de Saddam Hussein. Donc pour ces cibles dites de haute valeur, la valeur seuil des victimes non combattantes était de 30. Ça voulait dire qu'on pouvait tuer jusqu'à 29 civils si on pensait pouvoir éliminer une cible de haute valeur. Dans les pratiques contemporaines des guerres aériennes, et là je peux parler peut-être de la guerre aérienne contre l'État islamique en Syrie et en Irak, en général, la valeur seuil des victimes non combattantes est beaucoup plus basse pour les cibles qui ne sont pas de haute valeur. Et ça, on peut l'illustrer de manière assez simple en allant voir un site web qui est très intéressant, c'est le site Air Wars. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Donc, c'est un site britannique tenu par un certain nombre de journalistes universitaires britanniques. Donc, ils font une comptabilité des victimes civiles en Irak et en Syrie, et notamment des victimes des frappes occidentales. Donc, et ils font une séparation entre les victimes des frappes occidentales, les victimes des frappes russes, et puis les autres victimes. Et donc, sur ce site, que je vous invite à consulter, vous pourrez voir que l'estimation, qui est sans doute une estimation basse du nombre de morts civiles causées par les bombes occidentales depuis septembre 2014, c'est à peu près 15 000 aujourd'hui. 15 000, sachant que les pays occidentaux, donc États-Unis, France, Royaume-Uni principalement, ont largué plus de 120 000 bombes. Donc ce chiffre, 15 000, est probablement une estimation basse, mais il illustre aussi le fait que la valeur seuil des victimes non combattantes est probablement relativement basse, entre 0 et 1 souvent, puisqu'il y a probablement un mort civil tous les 10 bombes, vous voyez, 15 000, 120 000, c'est peut-être 150 000. Vous voyez, donc ça illustre le fait que c'est vrai qu'il y a une maîtrise de la force, mais il y a une maîtrise de la force dans un usage de la force qui est complètement fou, c'est-à-dire, qui est disproportionné par rapport à la violence qu'on appelle terroriste. Donc, tout en ayant une maîtrise de la force, on fait beaucoup de morts. Ouais. 15 000, c'est beaucoup plus que le nombre de morts qu'on reproche à l'État islamique. En tout cas, pour les attentats commis contre les Occidentaux. Voyez. Donc, voilà, c'est une illustration du fait qu'il y a une violence qui est à la fois maîtrisée et réelle, et surtout une violence des bombardements qui est structurelle. Ça contredit le récit dominant sur le thème des morts accidentelles. Les morts civiles ne sont pas une conséquence accidentelle des bombardements, c'est une conséquence structurelle et calculée militairement et assumée.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France. Vous écoutez actuellement la conférence de Mathias Delory, chercheur en sciences politiques. Cette conférence a pour titre « Les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme ». Terrorisme entre guillemets. Troisième explication, c'est le ressentiment par rapport à la violence indirecte. La violence lente ou indirecte, et là je renvoie aux études de Boyle, de Coyne and Hall. La violence indirecte, c'est une partie très importante de la violence guerrière occidentale contemporaine. Vous avez peut-être entendu parler de la controverse entre l'ONG Iraq Body Count et la revue Lancet à propos des morts en Irak. Donc la controverse, en gros, est la suivante. Iraq Body Count, qui est une ONG britannique, calculait, je crois en 2005, que l'invasion états-unienne de l'Irak avait causé 40 000 morts irakiens, 40 000 morts civils. Et dans la revue Lancet, des chercheurs ont proposé une autre estimation, c'était environ 10 fois plus, 400 000 morts. La différence entre ces deux estimations est liée à des méthodes différentes de comptage. Donc la Iraq Body Count travaille comme le site Airwars que j'évoquais tout à l'heure sur la méthode dite de surveillance publique. Donc en gros, on fait un travail que font les journalistes, c'est-à-dire on essaye de regarder des sources crédibles sur les morts, on croise les sources et on fait une estimation. Donc ce faisant, on a une idée à peu près des morts directes dans la capitale et puis dans certaines autres villes, mais pas ailleurs. Mais surtout, on n'a aucune idée des morts indirectes, des conséquences des bombardements. Alors la revue Lancet, les chercheurs de la revue Lancet, eux, ont travaillé différemment. Donc ils ont travaillé en utilisant les outils de la démographie. Donc concrètement, ils ont construit des indicateurs des taux de mortalité et de natalité prévisibles en Irak en l'absence de guerre, en se basant sur les statistiques irakiennes en 2002, donc avant la guerre. Il est possible de calculer, avec des connaissances sur le système de santé, etc., les taux de natalité prévisibles à 2 ou 3 ans près. Parce que la démographie, c'est une science assez sûre, sur une temporalité assez courte, comme cela. Okay. Et ensuite, ils ont fait une étude sur place en Irak en calculant les taux de natalité et de mortalité réels. Ils ont fait la différence. Et ils sont arrivés au chiffre de 400 000. Et ça, c'était avant que la situation en Irak dégénère en guerre civile, de telle sorte qu'on ne peut plus savoir d'où viennent les morts. Okay. Donc en 2004, on peut encore attribuer à l'invasion le différentiel entre ces taux de mortalité et de natalité prévisibles et les taux de mortalité réels. Voilà. Donc cette violence indirecte, elle est extrêmement importante, à la fois dans sa matérialité, c'est-à-dire le nombre de morts qu'on peut calculer, et puis aussi dans violence qui ne se matérialise pas forcément dans la mort, dans la destruction physique de la personne, mais dans des phénomènes comme la destruction de la vie sociale. C'est évidemment très important. C'est un peu une évidence de dire qu'il est plus facile de détruire un État ou une société politique que de la reconstruire. Donc accessoirement, c'est un peu ce que nous dit la deuxième loi de la thermodynamique, mais c'est, pardon pour cette mauvaise blague, c'est quelque chose qu'on peut observer concrètement en Afghanistan, en Irak, en Libye aujourd'hui. Voilà. Donc la destruction de la vie sociale liée à la destruction de l'État, c'est quelque chose de considérable. Dans le même ordre d'idées, il y a des études intéressantes, Coyne and Hall 2018, sur la terreur, le sentiment de terreur généré par les drones. Coyne et Hall ont effectué des entretiens dans les pays bombardés par les drones et sur les sentiments de terreur que
ressentent les populations. Donc dans les entretiens, ce qui ressort, c'est des éléments qu'on comprend bien intuitivement, hein, mais un drone, c'est un bruit qu'on entend à peu près en continu, parce que les drones, contrairement aux chasseurs bombardiers, peuvent rester très longtemps en l'air, hein, pendant une dizaine d'heures à peu près. Donc c'est un bruit et on ne sait jamais quand le drone va frapper, s'il va frapper. Et donc il y a ce sentiment de stress qui est constant et qui génère aussi évidemment du ressentiment. Voilà. Donc voilà quelques explications sur le ressentiment que peuvent générer les guerres occidentales contemporaines. Après, il y a une explication plus générale sur le registre d'action. Pourquoi des attentats suicides ou des attentats contre des civils Donc là, je pense que le commentaire général, c'est de dire que quand ils le peuvent, les groupes ou les organisations qualifiées de terroristes par les États occidentaux, quand ils le peuvent, ils utilisent des méthodes classiques qui ne rentrent pas dans la définition dominante du terrorisme. Un exemple bien connu, c'est l'embuscade de Hébron al-Khalil en 2002. Donc, le djihad islamique effectue un raid conforme aux lois de la guerre les plus élémentaires. Donc, il tue 13 Israéliens, je crois, dont, si je ne me trompe pas, 11 soldats. 2 colons sont tués, mais ils pourraient tout à fait entrer dans la catégorie de dégâts collatéraux. Et c'est un raid qui illustre simplement le fait que quand c'est possible, aussi, ces organisations peuvent utiliser des répertoires d'action parfaitement en résonance avec le droit des conflits armés. Bon. Le djihad islamique, et cette action précise a été qualifiée de terroriste par tous les médias occidentaux. Donc, la théorie générale, c'est la théorie dite de hardening, donc durcissement. Donc, c'est l'idée que plus on mécanise une présence militaire avec l'usage de blindés ou de bases protégées, plus on génère des comportements de résistance qui s'éloignent des pratiques en résonance avec le droit des conflits armés. Concrètement, les attentats suicides sont une conséquence logique de la mécanisation. On ne peut pas atteindre les personnes en face à face, on commet un attentat suicide. Et je pense qu'on peut appliquer cette théorie dite de hardening aux attentats contre les civils également. À partir du moment où on choisit l'arme aérienne, on choisit de ne plus exposer aucun soldat occidental, le seul moyen pour générer une réponse violente, si on décide de générer une réponse violente en raison du ressentiment, c'est d'appeler à des attentats contre les civils. Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France. Vous écoutez actuellement la conférence de Mathias Delory, chercheur en sciences politiques. Cette conférence a pour titre « Les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme ». Terrorisme entre guillemets. Alors peut-être que ces faits vous semblent évidents, peut-être que ces chiffres vous semblent évidents, mais dans le discours dominant, moi, ce qui me frappe, c'est que ces éléments sont méconnus du grand public, alors qu'il y a un intérêt très important pour la question des attentats du terrorisme. Donc il y a quelque chose de bizarre, et je crois que c'est le vrai dans la plupart des pays. Moi, j'enseigne aux États-Unis depuis quelques années, à l'université de Boulder, Colorado. Quand je parle du 11 septembre à mes étudiants,
je constate, et ce sont des étudiants libéraux, blancs, éduqués. J'y ai éduqué, rien à voir avec les deux précédents adjectifs que j'ai utilisés. C'est 3 caractéristiques. Bon, voilà. Et donc, quand je leur explique qu'on ne peut pas comprendre le 11 septembre si on ne parle pas de bombardement au Soudan en 1998 qui a détruit la seule usine pharmaceutique du Soudan, on ne comprend rien. Bon. Et je constate que ces étudiants-là ne savent pas cela. Ludivine parlait tout à l'heure des attentats des 7, 8 et 9 janvier, donc Charlie Hebdo et le supermarché Cacher. Moi, j'ai eu le sentiment, en voyant la réaction émotionnelle, que beaucoup de gens ne savaient pas que la France bombardait l'État islamique depuis 3 mois. Je pense que si le grand public avait su que la France bombardait l'État islamique depuis 3 mois, il n'y aurait pas eu une réaction aussi importante aux attentats de janvier. Donc je pense que là, il y aurait une étude à faire d'agnotologie. L'agnotologie, c'est l'étude de la construction de l'ignorance. Donc je n'ai pas fait cette étude, mais je voudrais juste fournir quelques éléments, quelques idées. Une première idée, c'est que des leaders d'opinion mentent. Donc des leaders d'opinion mentent. Je vous donne un exemple. Le Monde, éditorial du 27 juillet 2016, l'État islamique a commencé cette guerre. C'est factuellement faux. Voilà. C'est juste factuellement faux. Ce n'est pas un cadrage sur lequel on peut discuter. C'est juste un élément factuellement faux. Un autre exemple, le 2 décembre 2015, Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, donc, qui est le directeur de l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, qui publie souvent dans Le Monde et ailleurs des articles sur les guerres contemporaines. Donc, Villemer explique en substance que, donc on est juste après les attentats de novembre 2015, qu'il est faux de dire que l'État islamique nous attaque en raison de notre engagement en Syrie. Celui-ci est postérieur aux attentats. Bon, c'est une citation de mémoire. Alors c'est un peu plus vrai que l'éditorial du Monde, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que la France bombardait l'État islamique en Irak jusque-là. Et donc pour l'État islamique ou les personnes qui peuvent s'identifier avec les morts causées par les bombes françaises, que ce soit en Irak ou en Syrie, ça n'est pas, voilà, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc des leaders d'opinion mentent. Et ensuite, mais c'est peut-être le plus important, c'est que les médias dominants reprennent la phraséologie des acteurs occidentaux de la sécurité. Alors c'est vrai pour le thème des bombes, des victimes des bombes accidentelles. Encore une fois, les victimes des bombes ne sont pas accidentelles, c'est structurel. C'est une conséquence logique et calculée des bombardements. Ensuite, il y a le problème du langage qu'en sciences politiques, on appelle le langage technostratégique. C'est le langage, en gros, le langage militaire, qui a son utilité du point de vue militaire, mais qui n'a aucune utilité dans le débat public. C'est quand on qualifie de dégâts collatéraux, par exemple, telle ou telle victime. Donc ça, c'est absolument catastrophique, parce qu'on neutralise complètement l'identification potentielle aux personnes considérées comme dégâts collatéraux. De même que la notion de bouclier humain qu'on retrouve à peu près partout. Judith Butler, philosophe états-unienne que vous connaissez sans doute, s'est intéressée à cette notion de bouclier humain et elle montre qu'il n'y a pas plus réifiant, il n'y a pas plus déshumanisant que la notion de bouclier humain. Qualifier de quelqu'un de bouclier humain, c'est réduire cette personne à l'état de chose. Pour les personnes qui sont de la famille de ces dégâts collatéraux boucliers humains, ce sont des expressions absolument monstrueuses, inacceptables. Et donc ce langage technostratégique, il est repris dans les médias dominants. Une explication peut-être, le fait que de nombreux médias sont financés par les industries d'armement. Je pense par exemple au Figaro, financé par Dassault.
Le phénomène du journalisme embarqué aussi est catastrophique de ce point de vue, parce que les journalistes sont socialisés à l'esprit de défense en côtoyant les militaires, et donc ils reprennent cette phraséologie. Si vous lisez Le Monde, c'est absolument dingue, par exemple. Et enfin, dernier point, là c'est plus par rapport à mon tropisme de chercheur en sciences humaines et sociales, c'est que les sciences humaines et sociales sont en train de perdre leur vocation critique, je pense, en raison de la croissance des financements qui nous viennent des acteurs de la sécurité. Bon, c'est peut-être moins intéressant pour notre propos ici, mais juste un mot. Donc le ministère de l'Intérieur subventionne énormément les études dites sur la radicalisation, concept qui, je crois, n'a aucun sens, la notion de radicalisation. Ou plutôt, si on voulait donner un sens à cette notion, on pourrait définir la radicalisation comme un parcours vers la violence. À ce moment-là, les personnes qui s'engagent dans l'armée française sont radicalisées. On pourrait définir la radicalisation, si on veut être plus restrictif, en disant l'armée française, c'est quand même notre État. Parcours vers la violence d'une organisation militaire étrangère. Okay. Israël recrute en France de manière légale. Donc, pourquoi on ne qualifie pas de radicaliser les jeunes juifs qui s'engagent dans l'armée israélienne ? Alors on peut ensuite proposer une autre définition de la radicalisation et dire, puisque Israël est un État reconnu par la communauté internationale, ce qui n'est pas le cas de l'État islamique, on peut définir la radicalisation en disant un parcours vers la violence d'une organisation étrangère non reconnue par la communauté internationale. D'accord, mais là on en vient à une définition qui est tautologique. Donc ces études-là sont, je trouve, absolument inacceptables du point de vue des sciences humaines et sociales. Et au fond, ce que nous disent les études sur la radicalisation, avec des nuances, c'est ne regardez pas du côté des guerres occidentales. Il y a une question, il y a une énigme. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'énigme, en fait. Si on expose la violence guerrière occidentale, on ne se demande pas pourquoi des personnes se radicalisent. Peut-être qu'on peut se demander pourquoi il n'y en a pas plus. Donc les conséquences de cette supercherie, mascarade, je ne sais pas comment la qualifier, c'est surtout un engrenage de la violence, mais surtout dans les pays du Sud. Ici, je le répète, les attentats font très peu de morts, quoi. Deuxième conséquence, c'est l'islamophobie, la montée de l'islamophobie, évidemment, puisque on nie la cause politique des attentats, donc on va chercher des causes culturalistes très facilement. Et donc, la montée de l'islamophobie, elle est, je crois, une conséquence de cette tendance à nier ou à euphémiser la violence guerrière occidentale. Puis enfin, le recul de l'état de droit dont on a parlé. Alors peut-être un mot sur des solutions ou des pistes. Évidemment pas de recette miracle, mais je dirais, premièrement, dénoncer les conflits d'intérêts entre médias intellectuels, universitaires d'un côté et les acteurs de la sécurité. Parce que je crois que c'est un petit aspect du problème et qui ne doit pas être négligé, surtout les journalistes, je crois. Ensuite, on peut peut-être s'inspirer des anglophones et des germanophones. En langue anglaise, en langue allemande aussi, il existe des sites, alors parfois militants, mais souvent connectés aux universités ou aux instituts de recherche, qui essayent de dévoiler, de mettre à jour la violence guerrière occidentale. Je vous donne quelques exemples. Everycasualty.org, un réseau qui documente les morts causées par les guerres occidentales. Airwars, que j'ai mentionné, .org. Ce sont deux exemples. Et puis enfin,
une autre pratique que je trouve aussi passionnante, c'est celle de Eyal Weizman et de son projet Forensic Architecture. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc Forensic Architecture, donc c'est surtout une exposition itinérante. Je ne sais pas si elle est venue en France. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Personne? Donc moi je l'ai visitée à Barcelone, mais elle passe un peu partout, mais peut-être pas en France, je ne sais pas. C'est aussi un site internet. Donc Forensic Architecture, l'idée est la suivante, c'est qu'il y a une violence guerrière occidentale, pas seulement guerrière, mais guerrière, qui est euphémisée dans le discours dominant. Et donc Weizman se dit, on a des outils pour la mettre à jour, pour la dévoiler. On peut notamment s'appuyer sur les outils dits de forensic. Donc forensic, c'est la science de l'investigation du crime. Science pluridisciplinaire. Quand on veut trouver un coupable, on utilise des disciplines très différentes, quoi. Voilà. Et donc Weizman se dit, on peut faire cela à propos de la violence guerrière occidentale. Et donc il le fait à propos de plein de micro-moments de violence. Je vous donne juste un exemple que vous pouvez retrouver sur le site de Weizman. Donc là, on n'est plus dans la guerre, mais c'est quand même ça marche aussi pour la guerre. Il a plein d'illustrations relatives à la guerre. C'est au moment de l'opération de l'OTAN en Libye, en 2011. Donc il y a énormément de navires de l'OTAN en Libye. Il y a un drame de plus dans la Méditerranée, un bateau avec des migrants qui disparaît. Et l'OTAN explique que les bateaux n'ont pas vu, aucun bateau de l'OTAN n'a vu ce bateau en détresse. Et Weizman montre, avec une analyse de photosatellites et des courants marins, que je ne sais plus quel est le nombre, mais un nombre significatif de bateaux de l'OTAN ont forcément vu ce navire, quoi. Voilà, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'il est possible, je crois, d'objectiver ce que les médias dominants ne veulent pas dire. Et je pense que c'est une optique intéressante à méditer, puis surtout à pratiquer. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la conférence de Mathias Delory, chercheur en sciences politiques au CNRS. Conférence sur le thème « Les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme », terrorisme entre guillemets. Alors cette conférence a été enregistrée le 11 avril 2019 à la Bourse du Travail de Paris. Elle était organisée par le collectif Ni guerre, ni état de guerre dont l'Union pacifiste fait partie. À l'issue de la conférence, des membres du collectif ont posé des questions ou fait quelques commentaires. Alors moi j'ai appris beaucoup de choses, mais entre autres choses j'ai appris un terme dont j'ignorais l'existence, c'est l'agnotologie. Donc je ne sais pas si vous connaissiez, moi pas. Agnotologie, donc l'étude, si j'ai bien compris, des constructions de la méconnaissance, de la construction de l'ignorance plus précisément. Et ça me semble vraiment très important en effet. C'est une des choses qu'on peut faire. J'ai essayé de le souligner dans la brève introduction. C'est montrer à la fois les procédures du mensonge, du contournement, de tout ce que tu as désigné comme la neutralisation, dans la neutralisation des victimes des guerres occidentales dans
les processus guerriers. Et c'est très important que les chercheuses et chercheurs comme toi et comme d'autres, et je pense notamment à Marielle Debos, qui est aussi membre du collectif, qui est signataire du collectif, avec qui tu travailles et qui travaille notamment sur le Tchad. Et je pense notamment à un article récent que vous avez coécrit avec d'autres collègues. Et il y avait cette formule qui a retenu mon attention parmi bien d'autres choses dans ce texte. C'est « du point de vue du Tchad, l'histoire de la France est guerrière ». Du point de vue du Tchad, l'histoire de la France est guerrière. C'est-à-dire, voilà, comment en France, en fait, on ne considère pas en général que nous sommes en guerre, hormis dans certains discours qui insistent pour des raisons politiques sur lesquelles on est revenu, enfin surtout tu es revenu, notamment quand François Hollande a dit « nous sommes en guerre » après la séquence des attentats. Mais c'est vrai qu'en général, il y a une invisibilité de la guerre et évidemment de ses conséquences. Et donc, c'est d'autant plus important que cette recherche que tu mènes débouche aussi, comme c'est l'une de tes propositions, sur un observatoire des violences guerrières tel qu'il n'en existe pas en France et tel que, justement, c'est largement rendu très difficile par l'effet d'aveuglement et d'invisibilisation auquel participe le pouvoir. Il y avait une question sur nous sommes en guerre ou pas. Alors, du point de vue du droit, non, il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais en fait, il n'y en a pas eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et notamment pour une raison pratique, c'est que déclaration de guerre, ça implique reconnaissance de l'ennemi et des droits de l'ennemi. Et donc des droits du combattant, ce qui poserait des problèmes pratiques si l'on veut faire la guerre comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est un point. Et puis d'une manière plus générale, si on regarde dans l'histoire longue des guerres, au fond les guerres comme on les entend traditionnellement, les guerres interétatiques, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que ce sont surtout les guerres intra-européennes, mais toutes les guerres des puissances européennes, surtout contre les peuples non européens, à l'époque coloniale, étaient des guerres qui ressemblent beaucoup aux guerres contemporaines, et qui n'étaient pas des guerres déclarées, voilà, avec beaucoup de similitudes, y compris sur le volet aérien. Il y a un travail formidable de collègue et ami Thomas Hippler, un ami commun, une histoire globale des bombardements aériens qui montre comment la carte des bombardements aériens contemporains se superpose de manière assez surprenante avec la carte des bombardements dans les colonies dans les années 1920-1930. Quand on avait publié ce texte « À qui sert leur guerre » après les attentats du 13 novembre et donc cette déclaration de guerre avec toutes les nuances qui ont été apportées par toi Mathias et par Sylvain sur est-ce que nous sommes en guerre, etc. Mais on avait immédiatement été traité de collabos du terrorisme, y compris du côté du milieu universitaire, parce que les attaques en l'occurrence elles étaient venues aussi de là. Et là, je pense clairement à des historiens, par exemple Henri Rousseau, que vous connaissez peut-être, qui est un spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la mémoire de Vichy, qui avait relayé cette idée que nous étions des collabos du terrorisme. Et évidemment, cette expression sous sa plume ou dans sa bouche ou sous son clavier, elle avait d'autant plus de sens que c'est quelqu'un qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale et que donc le mot de collabo a une signification qui n'est pas négligeable. Et en fait, ce que tu as dit aussi, Mathias, sur le mot même de radicalisation, et quand tu as montré que ces définitions sont à la fois très fragiles et que en fait c'est un mot qui est lui-même complètement piégé. Radicalisation, comme en fait tu as dit à un moment que c'était une manière d'aller vers la violence, voilà. Et ça m'a fait penser à une polémique dont vous avez peut-être entendu parler, qui a touché un chercheur en sciences politiques, en sociologie politique, Nicolas Mariot, qui se trouve être un spécialiste de la Première Guerre mondiale, et qui, lors d'une édition du journal Libération, qui fait une fois par an, que le journal Libération fait une fois par an, le Libé des historiens, où au lieu des journalistes, ce sont des historiennes et des historiens qui écrivent des articles, lui avait couvert le procès du frère de Mohamed Merah. Et ce qui l'avait intéressé, c'était d'essayer de démonter un peu cette notion de radicalisation et de montrer qu'au fond,
lors de la Première Guerre mondiale. Lui, il avait publié un ouvrage sur Robert Hertz, qui était un intellectuel normalien qui avait voulu à toute force s'engager dans la Première Guerre mondiale au nom de... Alors, il était juif et il montrait qu'en fait, il fallait faire accepter l'intégration à la France dans une logique extrêmement patriotique du sacrifice jusqu'au bout en faveur de la guerre. Et donc, sacrifice guerrier absolu. Et donc, Nicolas Mariot avait mis en parallèle, en fait, ces processus-là, les processus qui conduisent à une violence exacerbée, sacrificielle dans la guerre. Et c'est horrible ce qui est arrivé à Nicolas Mariot, puisqu'il a reçu non seulement l'opprobre général, non seulement dans le champ de la recherche universitaire, on l'a traité de tous les noms, mais il a aussi reçu des menaces de mort pour avoir amorcé ce qui pourtant peut nous sembler, enfin en tout cas moi en tant que membre du collectif Ni guerre ni état de guerre, me semble très pertinent, même si dans le cadre et le format très restreint d'un article de 5000 signes dans Libération, c'était certainement pas audible, mais c'est montrer justement ces processus-là de construction d'une logique guerrière. Et ce qui est vraiment intéressant dans la Lali qui a été sonnée contre Nicolas Mariot, c'est qu'il y a de l'indicible. Il y a de l'impossible à dire. La question qui se trouve derrière la construction sociale de cette ignorance ou de cette méconnaissance, moi je ne crois pas qu'il y ait complot, mais je pense qu'il y a des intérêts convergents, de groupes qui ne se sont pas concertés, mais des intérêts convergents pour produire de l'ignorance sur cette question. Je voudrais mentionner les industries d'armement qui font des bénéfices inouïs en ce moment. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, l'autre élément, c'est, je pense, les journalistes et les politiques, les responsables politiques. Je pense que les journalistes et les responsables politiques sont plutôt contre les attentats par sensibilité humaniste. Néanmoins, en tant que professionnels du journalisme ou de la politique, n'ont pas un intérêt monstrueux à prendre au sérieux la question du terrorisme ou des attentats et à réfléchir à la bonne stratégie pour mettre un terme à cela. Et les politiques tirent des bénéfices évidents aussi des attentats, parce que ça permet de justifier des pratiques injustifiables. Et puis, il gagne en popularité après chaque attentat et chaque réponse martiale, quand bien même elle est stratégiquement absurde. Donc voilà, moi je crois plutôt dans cette thèse fonctionnaliste, sans concertation, des groupes qui ont aucun intérêt à prendre au sérieux cette question et à réfléchir de manière clausewitzienne aux meilleurs moyens pour arrêter ce problème de sécurité que sont les attentats. Et pour terminer... Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Christian, à l'instant, sur le fait que, évidemment, cette construction du terrorisme, elle existe dans tous les conflits. Tu cites le cas de la guerre d'indépendance algérienne, où les autorités françaises, par exemple, voulaient à toute force employer le terme de félaga. Au lieu c'est-à-dire des bandits, les bandits de grand chemin, les coupeurs de route, et non pas les reconnaître comme combattants. Tu as rappelé, Mathias, que, évidemment, ne pas déclarer la guerre, comme ça a été le cas pendant le conflit algérien, c'était aussi une manière de ne pas reconnaître l'autre comme un combattant. Et tu montres d'ailleurs dans tes textes divers, Mathias, que les guerres menées officiellement au nom de logiques humanitaires ou humanistes en viennent à déshumaniser les combattants en les traitant de barbares, etc., dans la construction même de la figure de l'ennemi. Et donc la popularité, en effet, des chefs d'État, on l'a vu très clairement dans le cas de François Hollande, qui était quand même au plus bas et qui tout à coup a vu sa cote de popularité remonter aussi bien après Charlie et le 13 novembre que dans ce qu'il a considéré comme le plus grand jour de sa vie, en tout cas de sa vie politique, dans l'accueil qu'il aurait reçu au Mali lorsqu'il s'est montré en chef de guerre pour combattre le supposé terrorisme au Mali. Bon, tout ça a des conséquences très importantes. Mais donc, ceci étant posé, voilà, le fait que c'est toujours le même processus de
de fabrication d'un ennemi qui est aussi à la fois un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Et tu l'as rappelé, c'est la question de l'islamophobie que ces pratiques guerrières engendrent aussi. Mais voilà, une fois ceci posé, c'est ce qu'on a essayé de rappeler tout à l'heure à propos du collectif Ni guerre ni état de guerre, c'est qu'on est en France. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu as centré ton propos, Mathias, sur les guerres occidentales. Et notamment, voilà, c'est la question de l'impérialisme français dans ces différentes alliances qui est posée là. Et il a été beaucoup question de politiser, hein, c'est ce qu'a rappelé Adrien. Toi, Mathias, tu disais, mais au fond, maintenant, ces guerres, de toute façon, elles sont très indolores pour différentes raisons technologiques, purement militaires, etc. Mais je me dis, mais où est l'indignation anti-impérialiste qu'on avait pu voir au moment de la guerre du Vietnam, par exemple, ou au moment justement de guerres du Golfe, des 2 premières guerres du Golfe. Et ça, c'est quand même assez dramatique de voir que cette indignation-là disparaît. Et c'est vrai, c'est pour ça que c'est aussi tout le travail du collectif, voilà, très modestement, à très petite échelle, de contribuer à réactiver nos indignations. Moi, je crois beaucoup dans la puissance de l'art, de la poésie, pour contester notamment le discours technostratégique que j'évoquais, dégâts collatéraux, bouclier humain, etc. Et je pense qu'on peut percevoir la puissance du registre poétique et de l'art en général pour contester ce discours quand on pense au poème de Guantanamo. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais les prisonniers de Guantanamo torturés sous l'administration Bush se sont mis à écrire des poèmes où ils évoquent la torture. Immédiatement, l'administration états-unienne a une réaction démentielle. Les poèmes, c'est a priori inoffensif. Ils ont interdit les poèmes au nom de la sécurité nationale et ils ont voulu s'assurer que les prisonniers ne puissent plus écrire de poèmes. Donc on leur a supprimé les supports papier sur lesquels ils écrivaient les poèmes. À ce moment-là, la poésie est devenue un acte de résistance contre cette violence guerrière occidentale, en l'occurrence la torture et l'enfermement arbitraire des personnes à Guantanamo. Ils se sont mis à écrire sur des gobelets en plastique. Les gobelets en plastique ont été interdits de nouveau. Et je pense que ça illustre finalement à quel point la poésie peut être un ressort de résistance. Je pense qu'elle ne serait pas prise au sérieux autant par l'administration états-unienne si la poésie n'avait pas un certain pouvoir. Et le pouvoir de la poésie, en l'occurrence, moi j'ai lu ces poèmes qui sont édités, il y a eu un travail qui a été fait, parce qu'on a réussi à sortir quelques poèmes de Guantanamo. Au fond, je me souviens d'un poème qui disait je n'arrive plus à écrire. Mon corps étant mis en souffrance, je n'arrive plus à écrire. Et en même temps, en disant cela, il produisait un acte de résistance en écrivant. Donc le simple fait d'écrire cela était une manière de contredire le geste de l'administration américaine qui consiste à dire « vous n'écrirez plus ». Ouais. Donc voilà, la poésie, oui, je crois que c'est une piste intéressante.
À la fin de cette conférence débat sur les guerres occidentales, solutions ou causes du terrorisme, nous tenons à remercier Mathias Delory, chercheur en sciences politiques au CNRS, ainsi que le collectif Ni guerre ni état de guerre qui a organisé ce débat le 11 avril 2019. Et maintenant, nous laissons la conclusion à l'historienne Ludivine Bantini qui nous rappelle un peu les objectifs du collectif. Ce qui nous anime dans ce collectif, dont je rappelle les 4 points de la plateforme, parce que finalement, d'une manière ou d'une autre, on les a abordés ce soir. C'est d'abord l'arrêt des interventions militaires et le retrait des bases militaires, en l'occurrence françaises. La question de l'armement aussi, de la dénonciation de cette... voilà, ça a été rappelé à plusieurs reprises quand on a évoqué le fait qu'il s'agit de croiser les facteurs, bien sûr. Il n'y a pas des facteurs uniquement économiques, pas des facteurs uniquement idéologiques, pas des facteurs uniquement liés justement à l'industrie de l'armement, mais c'est un marché extrêmement juteux et la France est la quatrième puissance mondiale en termes d'armement et c'est aussi ce qu'il s'agit de dénoncer. Il y a aussi la question qu'on a beaucoup évoquée ici de la militarisation des esprits, de cette espèce de quadrillage militaire qui est fait de plus en plus de nos cerveaux et de nos territoires aussi, dans tous les sens du terme. Et ça, je pense que le savoir est une arme à rétorquer à cette militarisation. Et puis le dernier point, c'est le soutien à l'autodétermination des peuples qui se battent contre ces ingérences. Voilà, donc c'est une manière aussi de vous inviter, si vous ne le connaissez pas encore, à vous informer sur le collectif et peut-être aussi à nous rejoindre, parce que je suis d'accord avec la manière dont Ouria et Mathias ont conclu, c'est-à-dire la dimension très offensive, y compris avec celles et ceux qui pensent sincèrement se battre contre la guerre, contre le terrorisme, etc., mais qui en réalité s'attarde souvent à des dimensions assez superficielles, et je le dis sans jugement de valeur. Mais donc, en effet, l'offensive, c'est aussi de pouvoir réfléchir aux causes, et de ce point de vue, le savoir accompagné de l'action politique est une arme, puisqu'il s'agit aussi de parler d'armes, de nos propres armes. Voilà. Donc, merci beaucoup, Mathias. Et merci aussi au collectif qui nous a donné l'autorisation de retransmettre cette conférence. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, les auditeurs et les auditrices.